أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. On continue donc la lecture de cette thèse du docteur Doudou Manedjouf sur Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, Cheikh Ibrahim Afal, sur Cheikh Ibrahim Afal, le disciple de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu. Et donc, après avoir développé plusieurs aspects de la dimension du shir, de Cheikh Ibrahim, notamment le fait que tout ce qui concerne la da'wa, il était vraiment extrêmement actif à travers différentes, comment dirais-je, ne serait-ce que par le fait que comme on a dit, le fait qu'il colonisait les territoires, il est aussi le premier à s'être installé en milieu urbain. On va maintenant aborder une autre dimension qui est beaucoup moins connue, c'est ce qui relève de la diplomatie. Et il va falloir bien faire attention ici dans cette partie-là parce que il y a dans les archives coloniales une vision des fois des différents sérines qui peut ne pas être conforme à la réalité d'une part, et d'autre part, et surtout, il faut prendre en compte le contexte de cohabitation qui contraignait à plusieurs égards à faire preuve d'une certaine politesse. Donc, le diplomate d'Ahmadou Bamba, le mouridisme, on rappelle régulièrement, mouridisme, le terme ne nous convient pas, mais il est utilisé dans la thèse, donc on l'utilise. Il est né dans un contexte de rupture historique avec notamment la désagrégation des anciennes monarchies et la victoire définitive de la France coloniale qui met en branle son projet sociopolitique mais aussi culturel au Sénégal. Ça, c'était le propos du premier chapitre, rappelez-vous. L'obstacle majeur aux ambitions de la puissance coloniale vers la fin du 19e siècle est le fondateur du mouridisme, Ahmadou Bamba, autour de qui se regroupent en masse des populations désemparées et les héritiers des anciennes monarchies déchues. Ça on a déjà expliqué, c'est que beaucoup de Tcheddo font bay'a, d'autres se convertissent auprès des cheikhs, notamment parmi eux des chefs tribaux, des chefs Tcheddo. Notez qu'il y a certaines controverses d'ailleurs à ce propos, sur le fait que certains Tcheddo se sont alliés contre Cheikh Ouba, et que à la suite de ça, il y a des prisonniers qui ont été faits, et que ces prisonniers sont restés captifs. Et Cheikh a donné la fatwa que ces captifs ne sont pas légitimes. Et pourquoi certains et il s'est opposé notamment à l'un de ses professeurs, qui est le Cheikh Madjahid Tekala, qui lui avait donné la fatwa qu'on pouvait en faire des captifs, parce qu'il avait dit que Cheikh Ouba s'était déclaré Mahdi, prophète, et donc avait fait son takfir. Et Cheikh al-Khadim m'avait dit, mais ce takfir-là n'est pas légitime, parce qu'on n'a pas, c'est pas prouvé par A plus B, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de bayina qui a été établi, il n'y a pas eu comme disent certains de nos frères, haqmatul hujja, c'est-à-dire établir la preuve de manière péremptoire et indiscutable. En gros, il n'y a pas eu de procès.
Cette situation engendre inéluctablement des tensions entre le fondateur du mouridisme et l'autorité coloniale, au cours desquelles Cheikh Ibra a fait étalage de ses talents de diplomate et de médiateur. Donc le diplomate entre Ahmadou Bamba et l'autorité coloniale. Le rôle politique de Cheikh Ibra Fall dans la crise entre Cheikh Ahmadou Bamba et l'administration coloniale a commencé à se matérialiser durant la déportation au Gabon du fondateur du mouridisme. Ça, c'est un épisode qu'on a évoqué, notamment lorsqu'on a, dans notre explication de Al-Mouridiyya de Cheikh Mohamed Al-Murtada, de Darou Mu'ti. Mais Inch'Allah Ta'ala, il y aura d'autres textes sur lesquels on va revenir. Bi'idhnillah Ta'ala, il y a d'autres textes classiques de l'école, des formations professionnelles, des textes fondateurs de la Mouridiyya, notamment on pense à Min al-Baqi Qadim, on pense à Irwa Nadim, et notamment aussi, Inch'Allah, là, on espère faire aussi Jaza ou Shakur, où Cheikh lui-même parle de son exil. Et donc on reviendra sur cette partie-là qui est vraiment très importante. Le diplomate durant la déportation d'Ahmadou Bamba au Gabon. Suite à une délibération du Conseil privé du Sénégal réuni le 5 septembre 1895. Donc c'était un conseil extraordinaire, si vous voulez. On reviendra sur cette partie-là parce que ça mérite quand même un développement assez pointu, qui est en résumé de dire que l'administration régulière, qui n'était pas présente, il y a une administration, on va dire temporaire, pour ne pas dire exceptionnelle, qui a souhaité régler le cas du cheikh. Parce que dans l'administration, il y a des gens qui croyaient à ce qui était dit par certains chefs traditionnels tchèddo, et même certains savants, certains marabouts sénégalais, et d'autres qui n'y croyaient pas. Et ceux qui n'y croyaient pas, c'est eux qui tenaient les mains. Quand ils ont été entre guillemets en vacation, c'est justement ceux qui croyaient au fait que Cheikh était dangereux, notamment qu'ils voulaient prendre les armes, qui étaient au pouvoir, et c'est eux qui ont fait ce conseil. Après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie, donc suite à une délibération du Conseil privé du Sénégal réuni le 5 septembre 1895, qui après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie, approuve la décision des membres désignés d'exil au Gabon, le marabout Ahmadou Bamba, qui doit être embarqué le 21 décembre 1895. Une pension de 50 francs par mois lui sera accordée durant son séjour au Gabon. Et donc effectivement, après petite vérification, on est peut-être sur entre 150 et 250 euros aujourd'hui. Et selon certaines de nos sources à nous, des mourides, ils n'auraient même pas touché en fait à cet argent. Ahmadou Bamba donc quitte le Sénégal le 21 septembre 1895 pour non pas un exil comme le fait croire l'administration coloniale, mais une déportation, car sa volonté inavouée est de l'éliminer physiquement, comme elle va tenter vainement d'y parvenir à plusieurs reprises au Gabon. En formant le funeste projet d'assassiner Cheikh Ahmadou Bamba loin de son pays, l'administration coloniale espère désintégrer la communauté mouride qui ne pourrait, selon elle, survivre à la disparition de son guide spirituel. Alors ça, ça mérite vraiment tout un développement, comme on a dit, la question de l'exil. Mais tenez-le vous pour dit, faut l'avoir en tête quand on analyse cette partie, c'est que le Gabon est une région tropicale avec ses maladies, et quelqu'un du Sahel qui va là-bas tombe malade. De manière un petit peu générale, souvent ce qui se passait avec lorsque l'administration coloniale déportait justement des individus au Gabon, l'objectif c'était qu'ils mouraient là-bas, qu'ils tombaient malades. Le fait que Cheikh soit revenu par la suite, c'est une victoire. Donc il y a vraiment une volonté, effectivement. Le fait qu'on parle ici de
d'exil du Cher, en vérité, dans la réalité, c'est plutôt une déportation, comme c'est dit. Après cette décision de l'administration coloniale, la première démarche de Cheikh Ibn Rafal, qui réside à Saint-Louis, donc qui réside à Saint-Louis à ce moment-là, bien avant la déportation au Gabon d'Ahmadou Bamba, consiste à localiser le lieu d'internement de son maître pour rétablir le contact stratégique et vital entre le fondateur du mouridisme et ses disciples désorientés qui ignorent sa destination et n'ont aucune nouvelle le concernant depuis son départ. D'ailleurs, selon nos sources orales, en plus de rompre tout contact avec le fondateur et ses disciples, l'autorité coloniale faisait courir à l'époque la rumeur selon laquelle Ahmadou Bamba serait mort. Il y avait vraiment une volonté en fait de tuer la confrérie dans l'œuf dès le départ en fait. L'autorité coloniale faisait courir à l'époque la rumeur. Donc, le prétexte était ainsi trouvé pour disperser les mourides au sein des Dara afin de désagréger la communauté mouride orpheline de son guide. C'est pour déjouer ce piège et éviter la dislocation de la communauté mouride que Cheikh Ibra s'activa énergiquement pour repérer le lieu de déportation d'Ahmadou Bamba, comme l'indique, je pense que c'est Serine Bassirou Mbaké. Cependant, le Cheikh Ibra demeurait à Saint-Louis dans l'espoir de recevoir des nouvelles de notre cher pour savoir dans quel pays il vivait. À noter que à ce moment-là, effectivement, Cheikh avait donné pour mission à Mumchano Biraim, donc le deuxième Ibrahim, le deuxième grand disciple de Cheikh, de s'occuper justement de l'éducation spirituelle et c'était lui qui était son successeur entre guillemets, c'était lui qui était son muqaddam, son représentant à ce moment-là, qui dirigeait en fait la confrérie au Sénégal. La démarche de Cheikh Ibn Rafal pour localiser son guide spirituel, aboutissant par le biais d'un matelot sénégalais du nom de Abdoulaye Ndour, qui rencontre Ahmadou Bamba au Gabon. Ce dernier lui remet une lettre destinée à Cheikh Ibra pour lui donner de ses nouvelles selon le témoignage de son ancien directeur de cabinet, Bokanek, de l'époque qui est Serine Ibrahim Acham. Cette missive est confirmée par Cause O'Brien qui nous informe que, apparemment, il avait pu communiquer par une lettre. Il avait reçu une communication de son cheikh à travers un intermédiaire qui serait un talibé, donc apparemment il serait talibé, Abdoulaye Ndour, qui était un steamship, donc un matelot depuis le Gabon. Par l'intermédiaire de ce matelot, Saint-Louisien, qui deviendra par la suite un disciple de Cheikh Ibn Rafal, donc en fait ça serait un talibé par la suite, ce dernier rétablit le contact stratégique et indispensable entre le maître fondateur et ses disciples. Serine Bassirou Mbaké, biographe et fils d'Ahmadou Bamba, nous signale dans son ouvrage référence, donc Minal Barq Khadim, Inch'Allah qu'on espère faire aussi, que Cheikh Ibra a aussi utilisé les services d'un spahi sénégalais ayant séjourné au Gabon, à Lambaréné, du nom de Doucouré, pour convoyer des lettres et des provisions de la viande séchée à son maître déporté. Il me semble même de mémoire qu'il y avait aussi du mil avec du sucre, de mémoire. De même, le poète historien mouride nous révèle que Cheikh Ibn Rafal dépêchait une mission composée d'Aboubacar Aché, de Ibras Bassel, de Abdoulaye Ndour, de Modou Fall, à Mayombe au Gabon, pour apporter des hadiyas, donc les fameux hadiyas, les dons pieux, au Cheikh, à Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ibn Rafal envoyait aussi auprès d'Ahmadou Bamba son fils aîné, Serine Fallou Fall, qui met au service de son guide religieux. Chose qui est rapportée notamment par Serine Moussaka, donc dans le fameux l'épopée en fait de Cheikh Khadim. Notons au passage que c'est aussi Cheikh Ibn Rafal qui a retrouvé Cheikh Ahmadou Bamba dans la brousse de Touba, plus précisément Ndam, quand le fondateur du mouridisme, parti de Darussalam à la quête de la ville sainte, n'avait pu donner signe de vie à ses talibés. C'est à la suite de ces retrouvailles qu'ils partirent et fondèrent la ville sainte.
Cette information, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que il faut prendre en considération que Cheikh Ibra, il a une dimension, on a déjà expliqué, c'est il manifeste. C'est lui qui illumine nous qui sommes dans l'obscurité et qui ne voyons pas Cheikh Khadim. Il est celui qui nous permet de le voir. Donc le fait que c'est celui qui le trouve au lieu où Cheikh priait justement pour et où Cheikh, au moment où il cherchait Touba, ça va ensemble parce qu'il est le bras de son Cheikh et en l'occurrence il se fonde totalement en lui. C'est une notion en fait. Inch'Allah, Ramadan arrive et on présentera toutes ces notions-là à travers l'initiation à la Mouridia, que les gens en fait justement se rejoignent le compte Telegram. C'est que il y a le fana fillah qui est connu souvent, c'est le fait de s'abandonner, de disparaître dans la réalité divine. Il y a des étapes. Fana fi shir, le fait de se fondre dans le shir pour être initié, introduit au fana fi rasoul, au fait d'être totalement fondu dans la réalité du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est par ce biais-là qu'on arrivera à la réalité d'Allah Ta'ala. Et donc en fait Même Cheikh Ibra est le prototype du talibé qui a fait ce fana fi shir, cette extinction dans le shir. L'autre démarche diplomatique de Cheikh Ibra Fall durant la déportation au Gabon du shir consiste à démonter les thèses qui présentaient le fondateur du mouridisme sur les traits d'un rebelle à l'autorité administrative, un agitateur qui menaçait la stabilité politique du Sénégal. C'est dans ce sens que Serigne Bassirou Mbacké écrit « Conférer avec les autorités afin de leur expliquer la réalité du shir et leur faire savoir que s'ils l'avaient bien connu, ils n'auraient pas écouté les calomniateurs. C'est d'ailleurs grâce à ces efforts pour recevoir des nouvelles du shir que le gouvernement de Saint-Louis put découvrir ce que les calomniateurs lui cachaient au sujet de notre shir et que les autorités se rendirent compte qu'ils n'avaient à craindre aucun mal de son côté. Car ils ne désiraient point les futilités de la vie d'ici-bas. Aussi leurs inquiétudes se dissipèrent d'elles, d'où le résultat. Peu de temps après, conformément à la volonté d'Allah Ta'ala, le retour du shir au Sénégal. Bon, ça a quand même pris 7 ans et 9 mois. Mais il faut comprendre que Cheikh Ibra a beaucoup insisté pour dire que le shir ne comptait pas prendre des armes contre eux, tout simplement. Ce témoignage de Serigne Bassirou Mbacké, Cheikh Mohamed Bachir, confirme les nombreux et insistants efforts consentis par Cheikh Ibrahima Fall auprès des autorités coloniales pour blanchir Ahmadou Bamba et redorer son blason, terni par de nombreuses accusations qui conduisirent à sa déportation. Sachant une chose, et ça c'est très important, c'est que malgré cela, ils ont toujours gardé Cheikh en fait ils l'ont toujours gardé sous résidence surveillée. Et alors c'est malheureusement ça c'est Abdullah Fahmi qui me l'a confirmé. La problématique, c'est il faut qu'on sorte les sources, sachant que, en ce qui nous concerne, il y a un gros problème de sources et de s'exprimer sur certaines notions. Ça, c'est une parenthèse que je fais assez rapidement. Il y a des polémiques récemment entre un ancien politicien qu'on appelle, je crois de mémoire, c'est Mamadou Dia, et un de ses proches qui accuse le deuxième calife, Serigne Fallou, rahmallah, radiyallahu anhu, d'avoir eu un certain comportement. Le problème, c'est que la version des proches, la version de Serigne Fallou, n'est pas exposée. On a un problème souvent en fait par rapport à certaines situations litigieuses comme ça. On a un côté de l'histoire, notamment celles qui sont archivées, mais on n'a pas forcément l'autre. Et faut noter que dans cette thèse, on utilise beaucoup les sources écrites. Et c'est normal, c'est une thèse en fait d'université. Et les sources orales, elles sont utilisées aussi, vous avez bien vu, notamment lorsqu'on va questionner les personnes. Je tiens à signaler, et ça c'est important, que il semblerait qu'il y ait un certain nombre de sources orales qui vont dans le sens que certaines accusations des autorités coloniales vis-à-vis de Cheikh seraient visiblement
fondée dans la mesure où Cheikh a bien soutenu certains djihad contre les colons, qu'ils soient français ou autres. Il semblerait que il est soutenu financièrement, et je répète, c'est Abdallah Fahmi qui me confirmait cela. Lui, il aurait vu les éléments, il m'a dit si, on a des éléments. Il aurait soutenu financièrement Maoul Ainain, le frère de Cheikh Saad Bou, donc de la Qadariya Fadliya, qui lui, contrairement à Cheikh Saad Bou et Cheikh Sidi Baba, a pris les armes contre les Français, et a fait allégeance, a fait bay'a au sultan du Maroc, et donc il s'est rapproché, notamment, il est monté dans le nord de la Mauritanie. Il m'a dit le cas de, je crois que c'est Al-Khattabi, qui est aussi le combat. Et il m'a, probablement, ça serait même possible au sujet de Cheikh Mukhtar. Omar al-Mukhtar, radiyallahu anhu. Allahu ta'ala a'lam. En tout cas, il faut comprendre que Cheikh, clairement, n'a pas pris les armes, que légalement ça peut s'expliquer pour une question de maslaha, c'est-à-dire que prendre les armes contre les autorités ne pouvait pas être pertinent parce qu'on n'avait pas les capacités de les repousser. À ce moment-là, la puissance technique des Français surpassait de loin en fait tout ce que pouvait proposer le Sénégal. Et l'autre problème, c'est que il y avait une indiscipline dans les différents royaumes du Sénégal qui étaient tombés. Il y avait une tendance à, je dirais pas la trahison, quand on pourrait parler de trahison en vérité, une proximité avec de certains avec les autorités qui aurait fait que Cheikh n'aurait probablement pas gagné. Le dernier élément, c'est la question de la da'wa. On rappelle que quand les colons arrivent, quand les Français arrivent, du moins quand commence la colonisation du 19, de la femme, c'est-à-dire que quand on parle de la période de la colonisation, on parle du 19e siècle. Avant ça, il y a effectivement des comptoirs, etc., mais c'est pas les mêmes relations. La traite transatlantique, c'est pas la même situation que la colonisation. Il y a vraiment une grande différence à plusieurs égards. Quand il y a entre 30 et 40% de musulmans. Donc il y a un intérêt à ce que la situation de pacification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Parce que on rappelle, la période Chedo est vraiment, c'est une catastrophe. C'est d'une violence inouïe. Quand les colons, en fait, mettent fin à l'hégémonie de Chedo, c'est l'occasion, dans cette situation, de faire da'wa. Et ils vont réussir. Le temps leur a donné raison. Wallahu ta'ala a'lam. La dernière action diplomatique de Cheikh Ibrahim Fall pendant l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon est relative à ses démarches auprès de la classe politique sénégalaise pour le retour de son maître spirituel. C'est sur cette lancée qu'en contrepartie d'un soutien politique et financier sollicité par François Carpeaux pour les élections de la Chambre des députés française de 1902, Cheikh Ibrahim Fall requit l'influence et l'intercession politique du parlementaire pour le retour de son guide spirituel. Donc c'est un homme avocat, homme politique sénégalais qui est né en 1862 à Saint-Louis du Sénégal. Premier député de couleur, il était métis du Sénégal. Donc c'était un métis. Faut pas se laisser tromper par son nom de famille, Carpeaux. Et ça, on trouve ça manifestement dans les dossiers, dans un certain nombre de dossiers. Dans un nouveau contexte politique où, selon professeur Thiam, le poids de l'électorat noir avait été déterminant, le clan qui arrivera à le capter en sa faveur pouvait être assuré du succès de ses candidats. Donc l'évolution politique et syndicale du Sénégal, ça c'est une thèse de doctorat d'État qui a été présentée à l'université de la Sorbonne, où effectivement c'est expliqué qu'à un moment donné, il y a un électorat noir. Et capter cet électorat pouvait faire basculer en fait l'élection. Cheikh Ibrahim Fall sollicita au profit du candidat François Carpeaux le vote des citoyens mourides des 4 communes à qui il avait donné un deagle ou consigne de vote en faveur de François Carpeaux. Ça c'est intéressant parce que ça revient à ce débat autour du vote. On rappelle cette fatwa de Sérine Abdurrahman Baké d'Aromati qui dit que le vote peut avoir un intérêt dans certaines situations, et notamment, ici, il y avait un intérêt pour amener le shir.
L'intérêt supérieur, évidemment, c'est l'application de la charia, de la législation, notamment le contexte actuel, c'est-à-dire que la fatwa qui est en vigueur, que lui, il avait donné à son temps, à son moment, à son époque, c'est on ne vote pas, sauf s'il y a un candidat qui veut appliquer la législation. Wallahu a'lam. De même, il ordonnait une contribution de 140 francs par mouride pour financer la campagne de François Carpeaux. Donc 140 francs, ce qui correspond à un peu plus de 100 francs de l'époque, 100 euros de l'époque. Grâce à cette intervention décisive de Cheikh Rafal à son profit, François Carpeaux, mulâtre saint-louisien, qui n'avait pas la faveur des pronostics devant les candidats blancs, est élu député du Sénégal au Parlement français de 1902 à 1904. À noter, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça donne la victoire à un métis sur des blancs. Donc il y a aussi cette idée de mettre au pouvoir quelqu'un qui sera en notre faveur. François Carpeaux met à profit son mandat de député pour intercéder en faveur du retour de déportation d'Ahmadou Bamba. Donc on est en 1905, 1902, excusez-moi. Donc on est sur la fin en fait justement de la période de l'exil, et donc il va réussir, puisque c'est, rappelez-vous, c'est 7 ans et 9 mois. Et c'est en 1895 que le Cheikh est déporté. L'intervention décisive du député François Carpeaux pour le retour au bercail d'Ahmadou Bamba est confirmée par les archives coloniales, de même que par Marty et l'administration coloniale. Ainsi, dans une lettre privée datée du 1er juin 1903, adressée au gouverneur général de l'AOF, le commandant de cercle de Tivaouane, Ali écrit pour passer député, Carpeaux a promis aux indigènes le retour d'Ahmadou Bamba du Gabon. Il a réussi et se lave les mains de ce qui peut arriver. Parce qu'en fait, ils étaient vraiment inquiets de l'influence du Cheikh. Cette initiative politique entreprise et réussie par Cheikh Ibn Fall est aussi attestée par O'Brien, qui nous informe que ce dernier a intercédé directement avec le gouvernement et aussi avec l'électorat local, pour permettre, il a intercédé auprès de l'électorat local pour permettre la victoire de ce député qui est François Carpeaux. De par ses multiples démarches politiques, diplomatiques et son réalisme, Cheikh Ibn Fall demeure historiquement un des grands artisans pour le retour de la déportation du Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que son diplomate et son principal soutien matériel. Et on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, un autre cas qui est le médiateur durant la crise de Mbaké Baol, sur laquelle on va revenir. Et dedans, en fait, on a des échanges épistolaires qui sont assez étonnants, on verra, et ça nécessitera quelques commentaires. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.